bonsoir. À moto, scooter ou vélo, nous avons 23 fois plus de risques d'être tués qu'en voiture. En cause, la vulnérabilité des conducteurs, mais aussi la vitesse excessive et l'inconscience de certains fous du guidon. Et les principales victimes d'accidents sont avant tout les jeunes. Phénomène inquiétant, en quelques années, les rodéos sauvages sont devenus très prisés des adolescents et pour augmenter les sensations, ils n'hésitent pas à trafiquer leurs engins en toute illégalité. Notre équipe est allée à la rencontre de ces trompe-la-mort qui vont jusqu'à filmer leurs prétendus exploits pour les mettre sur Internet. Vous découvrirez également que même pour les conducteurs de deux roues prudents et expérimentés, les accidents restent nombreux et se révèlent souvent fatals. Nous avons recueilli le témoignage de familles endeuillées, comme celle de Johan, motard passionné de 27 ans, père d'un petit garçon de 6 ans. Heurté par une voiture sur l'autoroute, il est mort sur le coup, le corps tranché par une glissière de sécurité. Un accident qui relance le débat de la sécurité autour des deux roues. Alors, quels sont les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour diminuer le nombre d'accidents des deux roues? Comment les policiers traquent-ils les chauffards et les délinquants de la route amateurs de vitesse? Voici 90 minutes enquête, dérive de la route, sommes-nous tous en danger? Un document choc signé Virginie Roels. Les deux roues n'ont jamais eu autant de succès. Agacés par les embouteillages, les transports en commun, pour gagner du temps, de plus en plus de Français choisissent d'abandonner la voiture pour un deux roues. Mais combien en connaissent réellement les dangers? Moto, scooter, vélo, en deux roues, on a 23 fois plus de risques d'être tué qu'en voiture. Des crashs d'une violence inouïe. Moi j'arrive, elle est en train de pleurer, elle est à moitié nue sur le trottoir. Il a juste joué avec la vie des autres, quoi. Des pères de famille qui basculent dans la délinquance routière. Dans la matinée, on prendra vos empreintes. Là, vous allez être traité comme un délinquant de la route. Des fous de vitesse qui jouent avec la mort. J'aime le risque et l'adrénaline, les poussées d'adrénaline, c'est vrai que moi j'aime bien, donc je pousse le truc jusqu'au bout. Des vies brisées à jamais. Quand on signe le permis moto, on signe un pacte avec la mort, hein. Au pire, on se retrouve dans une boîte à camembert. Au mieux, on se retrouve dans le fauteuil roulant dans mon état. Et des familles qui pleurent un proche mort en moto. J'aurais même pas mon mariage l'année prochaine, tu te rends compte? Tu te rends compte? C'est la vie, Marina, la vie, elle est comme ça, c'est tout. Enquête sur les dangers des deux roues. Sur la toile circulent des milliers de vidéos à faire froid dans le dos. Véritables kamikazes, ces dingues de moto exhibent leurs exploits, se lancent des défis par vidéo interposée. Rouler à plus de 299 km/h sur l'autoroute, frôler les voitures, multiplier les acrobaties sans casque, sans aucune protection, c'est le jeu mortel de ces nouveaux délinquants de la route. Qui sont ces accros de l'adrénaline? Nous les avons retrouvés. Leur folie est sans limite. 23h30, Paris, à l'entrée du périphérique. Chaque vendredi, une centaine de motards venus de toute l'île de France s'y donnent rendez-vous. Un lieu gardé secret pour échapper au contrôle de police. Ils ont entre 20 et 40 ans et viennent après le travail pour vivre le grand frisson. Ils se rassemblent ici et partagent la même religion, le run sauvage. Un mot barbare pour désigner des courses-poursuites illégales en pleine rue. Le vendredi, c'est l'histoire du motard, en fait. Voilà. Et c'est quoi, après le but, quand tu as tout vu ici? C'est de trouver des petits endroits pour aller faire, comme les flics, entre parenthèses, du run sauvage. Donc après, on cherche un petit endroit, on fait quoi? Ce qui est interdit sur la route, on va dire. Ce qui est interdit sur la route. Ce qui est interdit sur la route. C'est quoi la limite? La limite 2. Fixée? Tant qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On aime bien voir le compteur bloqué à 299. On sortit de mourir, on sortit de voiture. À la dernière minute, ils décident d'un point de chute où se retrouver. Ce soir, ce sera dans une zone industrielle de la banlieue parisienne. En une fraction de seconde, des dizaines de moteurs rugissent, quittent la place et s'engagent sur l'autoroute. C'est parti,
Pendant 1 heure, l'autoroute est leur terrain de jeu. Et regardez bien, les compteurs grimpent à plus de 268 km/h. Les acrobaties sont toutes plus spectaculaires et plus inconscientes les unes que les autres. Celui-là passe ses 2 jambes sur le côté droit. Il slalome entre les voitures, défiant la loi de la gravité. Au moindre écart de conduite, ils perdraient le contrôle de leur moto et de leur vie. Sur le trajet, un des motards attire notre attention. À pleine vitesse, il lève une main du guidon, rabat sa plaque d'immatriculation. Un geste risqué, mais calculé. Dès cet instant, il devient impossible aux forces de police de l'identifier, impossible pour les radars de le flasher. Une partie du groupe a quitté l'autoroute, direction les abords d'un grand centre commercial. La zone est déserte, discrétion assurée à cette heure tardive de la nuit. L'un d'eux nous explique alors comment il échappe au contrôle de vitesse. En fait, en roulant, on attrape la plaque et on la rabat. Et en fait, pour le radar, voilà. Et le support, il est vendu, il est homologué. Hein. Donc c'est l'État qui l'a homologué, donc je vois pas pourquoi on n'aura pas le droit de l'avoir. Ça vaut 159 €. Quand même. Mais 159 €, si vous regardez combien de fois vous faites flasher, vous l'avez amorti. Hein. Et ce n'est pas tout. Le système est selon eux indétectable par les policiers. Parce qu'en fait, des fois, ils arrivent, ils vous contrôlent quand ils voient que vous avez un support de plaque rabattable. Ils vérifient si la plaque elle se rabat. Mais là, vous pouvez bouger, elle bouge pas la plaque. Il faut vraiment forcer. 2 heures du matin, une route en ligne droite. Le terrain idéal pour stunter, comme ils disent. Le ballet des acrobaties reprend et ne s'arrête pas quand une voiture passe. En cas de collision à cette vitesse, le choc leur serait fatal. Pourtant, parmi eux, des pères de famille et même des policiers. Pas vraiment le profil de délinquants. On le fait quand même en faisant attention. Parce que la plupart, ils ont des enfants, donc ils ont envie de voir leurs enfants. Et il y en a d'autres entre nous qui font partie de la police. Il y a des avocats, il y a des médecins, il y a un peu de tout. Donc faut pas dire spécialement c'est une catégorie, en fait. Ces hommes ne se considèrent pas comme délinquants, mais comme sportifs de l'extrême. Leur kiff, comme ils disent, réaliser le maximum d'acrobaties sur leurs engins en situation d'extrême danger. C'est ça le stunt. Certains revendiquent le droit de stunter dans une zone plus adaptée et en toute légalité. Le but, ce serait d'abord exercer notre passion en toute sécurité. Ce serait obtenir, comme pour le circuit, des pistes, des zones réservées pour exercer la passion des acrobaties moto, pour exercer ce type de passion. En attendant de pouvoir exercer sa passion en toute sécurité, c'est sur les autoroutes que ce motard essaie de battre des records de vitesse. Vous avez été jusqu'où? Jusqu'à quelle vitesse? Moi, 378 km/h. Et c'est en l'occurrence quand j'ai doublé le TGV sur la 10. Voilà. Et ça, c'était très 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 forte adrénaline. Un shoot d'adrénaline qui les entraîne dans un jeu très dangereux. C'est une rivalité entre chacun. C'est le but, c'est de passer toujours plus fort que l'autre en fait. Moi, il faut que je sois devant. Non, il est interdit que je reste derrière. Je vois pas pourquoi j'ai une moto qui pareil roule mieux que celle-là, donc je vois pas pourquoi je resterai derrière en fait, c'est ça. Soit ça passe, soit ça casse. Mais en règle générale, ça passe. Ce soir-là, certains ont tout de même conscience de mettre la vie des autres en danger. Mais ils n'agissent pas pour autant. La mort de nous et peut-être de victimes pour rien demander à personne, hein. On en est conscient malgré tout. Mais bon, vous avez beau dire à un gamin de 2 ans, touche pas le four, il est chaud, tant qu'il s'est pas brûlé, il en est pas conscient. Bah oui, mais vous n'avez pas 2 ans. Ouais, on n'a pas 2 ans. Mais avec une machine comme ça, on retombe dans l'enfance, concrètement. Il n'y a pas que les adultes qui se mettent en danger. Phénomène inquiétant, en quelques années, les rodéos sauvages sont devenus très prisés des adolescents. Dans ces vidéos, de plus en plus de jeunes se mettent en scène. Plus grave, ils reproduisent au cœur de la cité ces acrobaties sur des scooters trafiqués et sans aucun équipement. C'est ce que l'on appelle le rodéo urbain.
nous avons retrouvé les auteurs de ces vidéos illégales. Samedi après-midi, dans l'un des quartiers chauds de la banlieue parisienne. C'est sur cette route, à 10 minutes de la cité, que Kevin et Dimitri, 19 et 20 ans, ont choisi de filmer leurs exploits. Pas de blouson de protection, Kevin multiplie les acrobaties en tout genre. Les prises de vue, ce sont ses amis qui s'en chargent. Un scénario bien huilé. J'emmène avec ma caméra en fait et je viens avec des potes. Pendant que je stun, ils me filment quoi. Je fais mes petits plans pour mes montages. Son but, épater la galerie sur Internet. Quand je rentre chez moi, j'ai toutes les séquences, je mets tout sur mon ordinateur et après voilà, je publie ça. Des vidéos comme celle-ci, il en a une vingtaine dans le disque dur de son ordinateur. Toutes ont fini sur Internet. Ces clips, c'est son tableau de chasse. La preuve en image d'une surenchère permanente. Et ça, il en est très fier. Là, c'est moi, c'est sur la route. En vrai, je roule et je m'assois à l'envers en fait sur le réservoir. Et en fait, je roule et je suis dos à la route, quoi, tout simplement. Je laisse la moto un petit peu accélérer pour pas perdre la vitesse. Et... En fait, plus c'est dangereux, plus c'est beau, en fait. Voilà, ils se disent... Ça tape à l'œil, quoi. Il semble fasciné par ces vidéos comme envoûté par l'idée du danger. Alors qu'aujourd'hui en France, ce sont les jeunes qui sont particulièrement frappés par la mortalité routière. En 2009, plus de 57% des personnes tuées en cyclomoteur avaient moins de 25 ans. Si je me dis que j'ai peur, voilà, je vais pas le faire. C'est parce que c'est dangereux que c'est classe. Sa première vidéo illégale, Dimitri l'aurait réalisée dès l'âge de 15 ans. Pour mesurer l'impact et le danger de ces vidéos sur l'imaginaire des ados, direction une zone commerciale des Yvelines. Nous partons à la recherche de jeunes en cyclomoteur. C'est par hasard que nous croisons Ilan et Thibaut, 17 et 19 ans. Ce genre de vidéos, ils les vénèrent, ils les imitent, en ignorant sciemment les risques. Il roule à plus de 80 km/h, la vitesse est pourtant limitée à 20 seulement. Une escalade sans fin, pour ces adolescents que rien ne semble arrêter. Moi en fait je passe dans toutes les voies piétonnes. Voies piétonnes, là où il y a du monde j'aime bien, parce que ça fait plus peur. Et il y a plus de risques et moi j'aime prendre du risque. Se faire peur, moi c'est coller au cul des voitures, doubler entre deux camions, se rabattre violemment et doubler pendant qu'il y en a une qui se rabat sur la droite, griller des feux rouges, des stops. Entre leurs mains, leurs deux roues deviennent une arme. Une arme qu'ils braquent volontairement sur les autres. Dites-moi, quand vous faites ça, il n'y a pas les voitures qui crient, les piétons qui hurlent? Ah, tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui est le plus marrant, je crois. Ouais. Moi, le plus marrant, c'est de voir la réaction des gens dans les voitures quand on double, ou d'arriver à côté silencieux, de couper le contact de la moto silencieux, redémarrer juste à côté et de leur faire peur en mettant un grand coup de gaz. Ça, c'est quelque chose d'assez marrant. Tu crois pas que tu mets en danger la vie des gens quand tu fais ça? Oui, on peut dire qu'on est volontairement imprudent. J'aime le risque et l'adrénaline, les poussées d'adrénaline, c'est vrai que moi j'aime bien, donc je pousse le truc jusqu'au bout. Totalement inconscients, ils roulent aussi en toute illégalité. Leur engin est un 50 cm3, mais pour rouler à plus de 80 km/h, ils l'ont trafiqué. C'est le débridage. Débrider, c'est augmenter la vitesse en enlevant une bride dans le moteur. C'est illégal et terriblement dangereux. Car fabriqué pour rouler à moins de 45 km/h, un cyclo débridé n'aura plus assez de distance de freinage. Mais cela, Ilan s'en moque. Vous avez changé le choix sur votre moto? Moi, j'ai rien qui est d'origine. En fait, tout ce que tu as changé, c'est pour avoir plus de puissance? Oui, pour avoir plus de puissance, plus de pointe. Comme lui, des milliers d'adolescents conduisent un deux roues trafiqué. Aujourd'hui, les 2/3 d'entre eux seraient débridés, illégal, dangereux
Pourtant, pour débrider son scooter, rien de plus simple, même pour un mineur. Démonstration. Muni d'une caméra cachée, accompagné d'un lycéen de 17 ans, nous franchissons l'entrée d'un garage, pris au hasard, en banlieue parisienne. Faire quoi, en fait, nous, on aimerait bien débrider le scooter. Incroyable, au bout de quelques minutes, le garagiste fait un dessin détaillé. Cet homme explique aux lycéens par le menu comment débrider son moteur. C'est strictement interdit et passible de poursuite. Nous tentons de faire la même demande, cette fois dans un deuxième garage. Ici, le responsable ne se contentera pas d'un dessin. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour un renseignement. J'ai un MBK Nitro. Oui. Voilà, et c'est les nouveaux modèles. Et j'aimerais savoir s'il est possible de le faire débrider, parce que les nouveaux modèles, je connais pas du tout. Et ça te coûterait 50 €, mais c'est comme si j'avais pas fait, quoi. Mais après, on s'en fout. Ah ouais, non, mais j'assume. Moi, si un jour on me le demande, que ce soit mes clients, en fin de compte, si on me dit ce que j'ai fait, je l'ai pas fait. Hein. Le garagiste accepte de débrider. C'est illégal, il risque gros et le sait parfaitement. On s'est renseigné, on a entendu que c'était pas trop légal, et comme nous, on sait pas toucher. Bah non, c'est pas légal, non. Bah non, c'est bien pour ça que on risque 3 ans de prison et 30 000 € d'amende, donc. À aucun moment, ce garagiste ne tente de dissuader l'adolescent pourtant mineur. Toi, t'es mineur ou majeur? Non, je suis mineur. T'es mineur? Je vais faire 18 ans en décembre. Non, ça c'est le frère. C'est le frère. Bon, donc c'est vous qui assumerez, quoi. D'accord. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme... Ouais, je fais officieusement, quoi. Faut prendre rendez-vous pour le matin, pour le soir, la veille, pour le lendemain, à peu près. D'accord. Faut compter combien, vous avez dit? 50 €. 50 €. Pas de facture, pas de preuve écrite de la transaction, le garagiste empocherait l'argent au black. Une façon de se couvrir en cas de problème. Et par rapport aux assurances, par contre, du coup... Bah, c'est vrai que par rapport aux assurances, s'il y avait un contrôle, c'est vrai que ça serait embêtant. C'est pour ça que je dis que moi, j'ai comme si je l'avais pas fait. Plus ennuyeux, en cas d'accident, une moto débridée n'est plus assurée. Conséquence, tout sera à la charge de l'adolescent, frais d'hôpitaux compris. Il pourrait passer sa vie à rembourser. Pour 50 €, ce garagiste mettrait en danger la vie d'un ado. En France, dans un accident de cyclo sur 2, le moteur est débridé. Le bois de Vincennes, en périphérie parisienne, est bien connu par ses fous de vitesse. 5 h du matin, le STJA, le service de la préfecture de police de Paris spécialisé en accidents de la route, est appelé en urgence. Un rodéo sauvage a mal tourné. À leur arrivée, il ne reste plus que les carcasses fumantes de 2 engins et un témoin, encore sous le choc. Le major fait à chaque fois le même constat. Les routes sauvages, c'est des courses en fait. Au lieu d'aller s'amuser sur un circuit, on prend sa moto puis on s'amuse sur des voies ouvertes à la circulation, enfin des voies traditionnelles. Donc voilà, en gros, c'est des courses non autorisées et surtout non encadrées. Voilà, le résultat, vous l'avez en face de vous. Les 2 conducteurs ont déjà été emmenés par les pompiers direction l'hôpital. Maintenant, aux experts de mener l'enquête, de comprendre les circonstances exactes du crash. 2 motards qui arrivent du bout de la rue là-bas. Ils mettent un de leurs copains au virage pour signaler le virage. Ils se tapent la bourre à 2. Ils commencent à ralentir. Un petit peu trop fort, une grosse trace de freinage. Les motos en se couchant qui arrachent carrément la chaussée. Ils finissent en glissade, ils tapent et terminé. Donc les runs sauvages du dimanche matin. Enfin, ou du lundi matin. Voilà. Ça s'était calmé, ça recommence. L'unique témoin de la scène est un ami des motards. 3 collègues de bureau, âgés de 25 à 30 ans, qui après avoir dîné, ont improvisé une virée au bois de Vincennes. C'est une zone, on connaissait un petit peu comme ça en promenade que c'était une zone avec les grandes lignes droites et puis bon, pour faire un peu de moto ou même du scooter, bon, on peut rouler un petit peu par là quoi, mais
C'était, comme je vous dis, à l'origine, c'était pas prévu qu'on fasse une course. C'était pas prévu. Il n'aura suffi que d'une fois pour que cette course tourne au drame. Vu la vitesse, la violence du choc éjecte les conducteurs sur le bitume. Quand les secours arrivent, l'un d'entre eux est dans un état critique. Donc là, les deux motos sont arrivées à toute vitesse et se sont percutées. Ils ont loupé le virage, quoi. Puis les pompiers sont arrivés, quoi. Donc il y en avait un, ça allait à peu près, mais le deuxième, ça allait pas du tout. Il était couché par terre, là, il bougeait plus. Peut-être encore sous le choc. Un petit peu, oui, quand même. C'est des potes, quoi, c'est des amis, donc c'est con, on aurait pu éviter ça. Bon, on dit toujours ça après, quoi. Ah non, Pas encore remis de ses émotions, sans nouvelles de ses amis, il doit s'expliquer devant les forces de police. Il remonte sur son scooter, direction le commissariat du STJA, dans le 5e arrondissement, à Paris. L'enquêteur va prendre sa déposition. Son but, lui faire admettre qu'il s'agissait bien d'un run sauvage. Vous allez dans un endroit qui n'est pas éclairé, le noir complet. À cette heure-là, il n'y a personne à l'intérieur. Donc c'est le rêve, quoi. C'est le top. Donc dites-moi, quoi. C'était pas prévu pour faire ça. Ça s'est décidé en cours de route. Faut arrêter les conneries, là. Sincèrement, faut arrêter les conneries. Vous avez mis vos vies en danger inutilement. Tout ça pour savoir quelle était la bécane qui avait le plus de chevaux sous la carcasse, quoi. C'est ça? Oui ou non? On a décidé de faire une course. Donc c'était bien une course. C'est bien une histoire de course. Oui. On est bien d'accord? Oui. L'audition se poursuit. Il est toujours sans nouvelles de ses deux amis blessés. Qui a décidé de la course? Là, je sais pas tellement. On en a discuté. Si vous avez discuté, vous étiez là quand même. Oui. Moi, je n'y étais pas, je vais pas répondre à votre place. D'accord? Alors maintenant, votre inconscience, vous allez la ranger dans votre poche et puis vous allez reprendre votre conscience et vous allez répondre à ma question. Et je vais dire que c'est tout le monde. Au petit jour, un des deux motards blessés lors du crash arrive enfin dans les locaux. À peine sorti de l'hôpital, il doit lui aussi être entendu. Il y a eu 3 impacts. Il y a eu celui-ci. Ce qui a déchiré le blouson, c'est quand même un blouson moto, quoi. Donc ça a réussi à faire des trous. Bon, ça m'a brûlé un peu la peau, c'est pas méchant, hein. Et puis le genou, les 4 points de suture, en fait. Et ouais, c'est ouvert sur sa longueur un peu. Vous avez des regrets? Non, moi c'est surtout pour mon collègue, ouais. Là, je sais même pas comment il est. Et ouais, franchement, ça m'inquiète, ouais. J'ai aucune nouvelle. Bon, concernant vos amis, comme tout à l'heure vous avez pu entendre, donc pronostic vital non engagé pour votre ami. Lui, va bien, il était conscient, il n'y a pas de problème. Votre ami, par contre, lui restera à l'hôpital, puisque avec les blessures qu'il a, vous comprendrez qu'il mettra un peu de temps à s'en remettre. 3 côtes cassées, 5 fractures au bras, une à la clavicule et une fracture ouverte au genou. Le 3e motard passera au minimum 1 mois à l'hôpital. Pas d'autres victimes ni de consommation d'alcool. Il ne risque qu'une amende de 90 € pour non-maîtrise du véhicule. Mais lors de ce run sauvage, ils ont surtout risqué d'y laisser leur vie. L'Île-de-France, l'une des régions les plus embouteillées de l'Hexagone. Pour aller travailler, beaucoup sont ceux qui optent donc pour un 2 roues. Résultat, les risques d'accident sont beaucoup plus importants. À Paris, dès qu'une collision grave se produit, c'est le STJA, le service de traitement judiciaire des accidents de la préfecture de police de Paris, qui intervient. 10h30. Ce jour-là, ils sont appelés en urgence, boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement de Paris.
Et c'est justement 2 motards qui viennent de se télescoper. Au sol, l'un d'eux est blessé à la jambe. Les experts de la route enquêtent. Leur mission, déterminer les responsabilités. Ah ouais, ça a été super vite, c'est une impact quoi. Je peux pas dire en combien de temps ça s'est joué, mais ça a été super vite quoi. C'est vraiment, ça a fait bam bam, et donc c'était en fin de compte le monsieur qui a été renversé, la moto elle lui est tombée dessus. Et puis voilà quoi. L'état de la victime est rassurant. Habilité à ne traiter que des accidents graves ou mortels, les enquêteurs passent la main. C'est le commissariat d'arrondissement qui prendra le relais. L'après-midi, nouvel accident. Direction cette fois le périphérique, la voie la plus empruntée par les franciliens, mais aussi l'une des plus dangereuses pour les 2 roues. Et encore une fois, c'est une moto qui est impliquée dans un accrochage avec un camion et 2 voitures. Le travail du STJA commence à l'instant même où ils arrivent sur les lieux de l'accident. Très vite, il faut traquer les moindres détails, des indices, pour reconstituer le crash. Ce jour-là, l'unique blessé grave est le motard, déjà parti pour l'hôpital. Il sera entendu bien plus tard. Le travail du STJA s'arrête là, en attendant l'audition de la victime. 23h, autre mission du STJA, traquer sans relâche les délinquants de la route. Ce soir, opération coup de poing sur un lieu stratégique de sortie de bar et de boîte de nuit, le boulevard Saint-Germain, quartier chic, au cœur de Paris. Alcool, drogue, infraction, l'équipe du Major est à l'affût. Monsieur, bonsoir, contrôle de police, vous coupez le contact s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Présentez permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Ah. Vous n'avez pas une pièce d'identité ou... Merci. On va procéder à un contrôle d'alcoolémie. Vous avez consommé l'alcool ce soir ou pas? Ouais, c'est-à-dire. Ah, en plus, vous avez consommé, d'accord. Donc vous faites un souffle long et continu, comme pour gonfler un ballon. Je vous dirai d'arrêter, allez-y. Encore, top. Donc 0,05, c'est bon. C'est bon? Vous avez bu un verre, comme vous avez dit. Okay. Voilà. Pour l'alcool, pas de problème. Mais les policiers ne s'arrêtent pas là. Vérifiez vos papiers quand même. Il est à qui le scooter? Ouais, tu peux me faire un véhicule au FNA s'il te plaît? Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi vous étiez paniqué. Vous avez une suspension. Au jour d'aujourd'hui, très fréquent. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans permis. C'est un multirécidiviste. Déjà arrêté pour alcoolémie, il a écopé de 9 mois de suspension de permis. Sa moto est immédiatement immobilisée. Lui est embarqué au commissariat. Sur son banc, l'homme est nerveux. Il risque gros. Lors de sa dernière condamnation, il a pris 6 mois de prison avec sursis. Cette nouvelle infraction pourrait l'envoyer derrière les barreaux. Je sais même pas de ce qui va m'arriver. Il peut m'arriver plein de trucs. C'est traumatisant. Pour un petit délit, enfin, je sais pas, peut-être que c'est pas un petit délit, c'est peut-être grave. Il y a plus grave quand même, il y a d'autres trucs à faire. Quoi. Les policiers sortent l'artillerie lourde. Un test de dépistage. Cannabis, cocaïne, LSD et crack, tout résidu de stupéfiants est traqué, analysé. Un échantillon de sa salive est prélevé, inséré dans ce boîtier. Le compte à rebours a commencé. L'homme garde le silence, du résultat dépend son avenir. En cas de consommation d'un de ces produits, il sera mis en garde à vue, voire déféré devant la justice. Après 12 minutes d'incubation, le verdict tombe. L'enquêteur va en référer à son chef de brigade. Mon avis, je sais pas, tu l'as vu? C'est-à-dire que le monsieur, il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants au moment où il conduisait. Il peut rentrer chez lui, en homme libre, mais à pied. Son 2 roues est sous scellé. Il risque de la prison ferme et 2 ans de mise à l'épreuve. Si les enquêteurs s'intéressent de très près à la consommation de produits stupéfiants, c'est qu'il y a urgence. 230 personnes meurent chaque année sur les routes après avoir consommé du cannabis.
Cette nuit-là, un jeune motard de 17 ans vient pour être auditionné. Il sort tout juste de l'hôpital, fracture de la hanche, du fémur gauche et du ligament du genou. Il est dans un sale état. L'accident, c'était il y a un mois. Il circulait à 40 km/h avec son scooter Porte d'Italie à Paris, quand il a dérapé tout seul. Après, c'est le trou noir. L'enquêtrice l'interroge pour savoir s'il était sous l'emprise de produits stupéfiants. Est-ce que vous vous souvenez de l'accident parfaitement ou Je sais pas comment je suis tombé en fait. C'est le premier accident où je sais pas comment je tombe. Vous avez perdu le contrôle de... Ouais, voilà, c'est ça. Il faisait nuit, Il faisait nuit, d'accord. Est-ce que la chaussée, elle était bien éclairée? Est-ce que des lampadaires... Je m'en rappelle plus. Vous savez pas si la chaussée était bien éclairée? Non, je m'en rappelle plus de ça. D'accord. Amnésie, perte de contrôle, baisse de la vigilance, l'homme cumule tous les signes d'un conducteur sous l'effet de la drogue. Un prélèvement sanguin était pratiqué donc sur vous. Donc là, je vous dis, en THC, 9,8 nanogrammes par millilitre. Vous avez fait usage de cannabis moins de 6 heures auparavant. Vous étiez sous l'influence de ce stupéfiant. Vous savez que la consommation de stupéfiants n'est pas compatible avec la conduite. Oui. En conduisant sous l'effet du cannabis, il a doublé les risques d'être responsable d'un accident mortel. En 2010, 40% des jeunes morts sur la route avaient consommé cette drogue. Un risque majeur qu'il ne semble pas réaliser. Est-ce que cette audition-là, aujourd'hui, ça va changer quelque chose dans votre façon de conduire, dans votre comportement de façon générale? Non. Non, ça va rien changer. Il encourt 2 ans de prison ferme et 4 500 € d'amende pour avoir eu un accident sous l'emprise du cannabis. L'alcool, voilà, en l'occurrence c'est pas le cas, mais les produits stupéfiants, c'est un facteur qui fait que les gens perdent le contrôle, surtout les deux roues, c'est assez grave, quoi. C'est sûr qu'il y a un risque, ça c'est clair, pour la personne et puis pour autrui, quoi, les autres usagers de la route, quoi. L'alcool, autre préoccupation majeure de ces enquêteurs. La mort sur les routes, ils y sont confrontés à longueur de journée et dans 27% des cas, l'alcool est en jeu. 23h10, un accident grave impliquant 2 scooters vient de se produire porte de Bagnolet, à Paris. Sirène hurlante, l'équipe de nuit fonce sur les lieux. Le choc a été extrêmement violent. Les pompiers ont pris en charge les 2 blessés. L'un d'eux est aussitôt transporté à l'hôpital. L'autre, grièvement touché, reçoit sur place les premiers soins avant d'être évacué à son tour. Pour l'instant, nous, initialement, c'est direction de la Pitié-Salpêtrière pour faire un scanner cérébral. Pronostic vital non engagé, hein? Tant qu'on n'aura pas eu de confirmation sous réserve, voilà. Après, il souffrirait de quoi, alors? De plusieurs lésions, dont une lésion au niveau menton, maxillaire inférieur, trauma au niveau du membre inférieur droit, voilà, c'est tout. Au sol, les débris témoignent de la violence inouïe du crash. Selon les premiers éléments, le conducteur du scooter noir venait de cette rue, passe au vert et se prend de plein fouet le scooter rouge arrivant sur sa gauche, puis perd connaissance. Qui est responsable? Y a-t-il eu infraction? C'est ce que doivent déterminer ces enquêteurs. Marquage au sol, vérification des feux de signalisation. Dans leurs mains, toute information devient un indice, une preuve. Il faudra que je prenne tout. Ouais, pour l'instant on n'a que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sac, on va tout mettre dedans, parce qu'il les faut obligatoirement. Pas de souci, ça tout, hein. Ouais, ok. Je vais vous entendre directement dans le véhicule. Pour ne pas perdre une minute, les enquêteurs interrogent sur place un témoin clé. Il a tout vu. Son audition est primordiale. J'étais arrêté au feu rouge et j'ai aperçu à ma droite un scooter. Alors lequel exactement? Le C1 ou le C1 rouge. Et j'ai vu qu'il allait trop vite pour s'arrêter à son feu rouge.
Et il a continué sans ralentir. Ils sont télescopés les deux et je me suis arrêté pour porter secours. Son témoignage est crucial. Selon lui, c'est le scooter rouge qui a grillé le feu. Et ce n'est pas tout, il donne une autre information. Je pense qu'il avait bu. Il a rien vu là. Il a continué tout droit sa route comme s'il n'y avait rien. Comme s'il était sur le périphérique ou je sais pas. Et voilà. Ah, c'est triste. L'autre, il a rien demandé, il était sur son scooter tranquille. Il devait rentrer du travail. Un accident. Ouais, ça peut arriver à tout le monde. Vitesse, feu grillé, alcool. En 10 minutes, l'étau s'est brusquement resserré autour du conducteur du scooter rouge. La procédure est lancée. Des agents de police ont reçu l'ordre d'aller chercher le conducteur fautif à sa sortie d'hôpital. Donc il y a déjà des collègues qui sont sur place, qui vont nous emmener le garder à vue dans nos services pour qu'il soit entendu et placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire. De retour au QG, l'enquête continue. Les traces sur le casque de la victime, ses affaires personnelles, la topographie du carrefour et les éléments récoltés sur le terrain, tout est passé au peigne fin. Menottes au poignet, sentant très fort l'alcool, le motard responsable de l'accident arrive de l'hôpital, escorté par 2 policiers. Il ne réalise pas la gravité des faits. On ne sait même pas si je suis fautif. Et j'ai été menottes au poignet et traité comme voilà. On va vérifier votre alcoolémie. Oui, on va se parler. D'accord. Soufflez fort et longtemps. Allez-y. Encore. Stop. 0,43. Ce qui correspond à 0,86 g d'alcool par litre de sang, au lieu des 0,50 g autorisés. Un taux d'alcoolémie trop élevé pour qu'il soit auditionné. L'interrogatoire est remis à plus tard. Au fond de lui-même, il n'a pas compris qu'il était, qu'il était sous l'emprise de l'alcool, tout simplement. Hein. Donc il n'y a pas de raison que moi, quand je vais lui notifier sa garde à vue, si je le faisais maintenant, qu'il comprenne plus. Là, il a des propos un peu bizarres quand même. L'homme à 50 ans n'a pas de casier. Chef d'entreprise et père de famille, ce soir, en une fraction de seconde, il a basculé dans la délinquance routière. Dans la matinée, on prendra vos empreintes. Là, vous allez être traité comme un délinquant de la route. D'accord ? 2 heures plus tard, les policiers vérifient si le suspect est en état d'être auditionné. Oui, c'est à nouveau moi. Écoute, nous sommes à nouveau saisis sur le 18e arrondissement. C'est bon. 0,20. C'est juste la limite. C'est en dessous, ça y est, vous êtes complètement dégrisé. Dégrisé, il est aussitôt placé en garde à vue et conduit dans la salle d'audition. Avez-vous consommé de l'alcool avant de piloter votre C1 ? Oui. Pardon, oui. Ouais. C'est tout, oui. Il n'y a que oui ou... Vous voulez le nombre oui, ça serait bien de pouvoir parler un peu, non ? Oui, un apéritif et 2 verres de vin. Vous souvenez-vous avoir passé le feu tricolore au rouge fixe avant de percuter le MP3 ? Non. Je pense qu'il avait bu, il a rien vu là. Il a continué tout droit sa route comme s'il n'y avait rien. Comme s'il était sur le périphérique ou je sais pas. 2 témoins des faits entendus sur les lieux de l'accident affirment le contraire. Qu'avez-vous à dire ? Comment expliquez-vous le fait que vous êtes le seul à n'avoir rien vu ? Je sais pas. Avez-vous autre chose à ajouter ou à retrancher dans vos déclarations ? À l'évidence, l'homme est complètement perdu. C'est assez désagréable. Je comprends pas tout ce qui se passe. Enfin bon, je rentre de dîner tranquillement, j'ai bu 3 verres et le voilà. Photo, prise d'empreinte, il est fiché et maintenu en garde à vue.
Il faut attendre les résultats définitifs de son alcoolémie pour contacter le procureur. C'est lui qui décidera alors de prolonger ou pas sa garde à vue. Considéré comme un délinquant, il est envoyé en cellule dans un commissariat voisin. Au petit jour, une autre équipe reprend l'affaire. Bonne nouvelle, la victime est sortie de l'hôpital. Les policiers partent l'auditionner à son domicile. Obtenir sa version des faits est primordial. Dans ce sac, les affaires personnelles de la victime, récupérées le soir de l'accident. Bonjour madame, c'est la police. On est venu pour l'audition. Ce père de famille de 4 enfants est encore sous le choc. Point de suture au menton, traumatisme crânien, une dent cassée. Il se souvient surtout des pompiers qui lui sont venus en aide. La veille, il a vu la mort de très près. On est attaché comme ça, dans un véhicule de pompiers, et qu'on se souvient de rien, qu'on a l'esprit complètement brouillé, c'est sûr qu'on se voit un peu à l'arrivée de la mort, quoi. Je crois que là, l'arbitrage, je pense que je vais arrêter là de roue. Je crois que je vais... Comme dans 80% des accidents de moto, sa tête a violemment frappé le sol. Traumatisme crânien, perte de mémoire, il ignore s'il est responsable ou non de l'accrochage au moment où son interrogatoire débute. Je n'ai pas grand-chose à raconter parce que j'ai oublié... Vous avez oublié un petit peu comment ça s'est passé? Tout. Ah, vous avez complètement tout oublié? Vous vous souvenez plus de rien? J'ai une amnésie de... De quoi vous vous souvenez? Je me souviens jusqu'à... J'ai dîné chez un ami. Ensuite, je suis parti de là, je me souviens bien d'être parti en scooter. Et puis ensuite, à partir de là, plus rien. Lorsque je me suis réveillé avec les pompiers autour, je me souvenais plus du tout. J'étais complètement perdu, quoi. J'avais une amnésie totale, en fait. Hein. Donc je me souviens même pas du prénom de mes enfants, c'est pour vous dire. Hein. Donc, c'est angoissant hein, de pas de mémoire comme ça. Sur le moment, on ne sait pas si ça va revenir. L'homme ne sait toujours pas s'il est responsable de l'accident. Au bout d'une heure d'angoisse et d'impatience, l'enquêteur l'éclaire enfin sur les circonstances du crash. Selon un témoin, il avait une apparence ivre. Selon lui, non. Et il aurait grillé un feu rouge. Voilà. Enfin, je vous le dis, à titre c'est gentil de me dire parce que quand je me rappelle pas. Parce que vous apparemment, vous ne pouvez plus vous n'avez pas des mains à me poser. Mais si je vous dis ça, c'est aussi pour vous demander si vous voulez poser plainte contre lui. Qu'il porte plainte ou non, l'enquête se poursuit. Et au STJA, les résultats tant attendus sont enfin arrivés. Il s'agit du taux d'alcoolémie dans le sang du fautif, prélevé juste après l'accident à l'hôpital. C'est le seul valable en cas de poursuite. Un taux d'alcool qui serait particulièrement élevé, ce qui aggraverait son cas. Donc nous, on a pris attache avec le parquet, comme je vous l'avais dit. Oui. Puisque là, on a reçu les résultats de votre alcoolémie. 1,26 g par litre. Donc c'est pas tellement en phase avec ce que vous nous avez dit. Concernant la consommation d'alcool, elle est supérieure à celle que vous m'avez dit. En conséquence de quoi, le parquet donc, a décidé de vous prolonger la mesure de garde à vue. Je peux pas rester dans cette cage ce soir, monsieur. Ah non. C'est impossible. Je peux pas rester là. D'un délai de 24 heures de plus. Dans la cage où j'ai été, là, à rien faire. Bon, il n'a pas été maltraité ici, je suppose que voilà, donc il faut patienter. Non mais maltraité non, mais rester à rien faire sans lire dans un endroit sale où il faut supplier pour aller aux toilettes. Si sa garde à vue est prolongée, c'est qu'ils attendent le rapport du médecin médico-judiciaire. Il doit statuer sur le nombre d'arrêts de jours de travail de la victime. Information indispensable pour qualifier la gravité du délit. Demain, en fin de matinée, début d'après-midi, ça va être fixé pour vous, quoi. Voilà. Bon, vous avez un journal en bas que je vous ai mis à votre disposition. Vous pourrez lire ça, au moins. L'affaire est grave. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé. Tout le monde peut être un jour concerné. À Paris, l'alcoolémie serait à l'origine de la moitié des accidents en deux roues.
Après 2 nuits en garde à vue, le prévenu est déféré devant la justice. Son procès se déroulera dans 4 mois. S'il est reconnu coupable d'avoir provoqué un accident sous l'effet de l'alcool, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison ferme, 5 000 € d'amende et la suspension de son permis. Les 2 roues sont dans l'œil du cyclone. En 20 ans, le nombre de tués a augmenté de presque 18%. Il y a urgence. Pour sortir de cette spirale infernale, le gouvernement vient de lancer une nouvelle campagne de prévention. L'objectif, marquer les esprits, comme avec ces spots publicitaires volontairement choquants et agressifs. Sur un 2 roues, il n'y a pas de petite infraction. Nous l'avons vu, le danger en 2 roues n'épargne pas les plus jeunes. Pour eux, une opération de sensibilisation de grande ampleur est organisée par la préfecture de police de Paris. Chaque année au circuit Carole, dans l'ouest parisien, des stands, des formations, alertent des écoliers et des lycéens le temps d'une journée. Voilà, contrôle, clignotant à droite. Dis-moi de combat. Contrôle de sécurité, on y va, on s'adapte. Stabilisez votre stabilisez. Oh là là, il m'a tué lui, oh. Et pourquoi? Oh, mais t'es malade ou quoi là? Pourquoi vous en êtes arrivé? Ah ouais. Mais tu veux me tuer? L'événement phare, un crash test réalisé par des cascadeurs professionnels. Une mise en scène brutale de la collision entre une voiture et un scooter. Il n'a pas de gants, il n'a pas de blouson, il a un simple jean. Et pourtant, ce que vous allez voir, c'est que sa vie va basculer à un moment, alors qu'il est en train de traverser un carrefour. Il n'est pas du tout en tort. Voilà ce qui arrive donc à 50 km/h. Une seconde suffit pour pulvériser le scooter. Son conducteur est projeté, fracassé sur le bitume. Policiers, pompiers, tous les acteurs de terrain jouent le jeu et simulent l'intervention d'urgence sur le mannequin. Parmi eux, le commandant Jurkowski, responsable du STJA. Je crois que la démonstration du crash test en elle-même, elle est édifiante puisque on s'aperçoit, et à chaque fois c'est la même chose, ça fait 2-3 fois qu'on fait un crash test, que les jeunes sont tétanisés au moment de l'impact. On leur dit que c'est à 50 km/h et finalement il y a un grand blanc parce que là ils réalisent vraiment le danger de ce que peut être la route. Et des accidents comme celui-ci, ces équipes en voient tous les jours, à la différence qu'il ne s'agit alors plus de simulations, de mannequins ou de cascadeurs, mais de conducteurs bien réels, tués sur les routes. Depuis le début de l'année, là, on a déjà 17 victimes d'accidents mortels, dont 6 sont des 2 roues. Personne n'est à l'abri d'un accident, surtout en 2 roues. Nous avons rencontré des familles endeuillées, des vies brisées en quelques secondes. J'ai essayé un massage cardiaque jusqu'à temps que les secours arrivent. Les secours, ils ont fait pareil, ça a duré, je sais pas, une éternité. Johan, 27 ans, allait se marier. Il était père d'un enfant de 6 ans. Il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'il y ait de drame comme ça. Plus jamais, il faut plus que ça arrive. Combien de motards qui rentrent tout simplement chez eux finissent dans un lit d'hôpital avec de nombreux mois de rééducation? Des fractures de ce type, on en prend en charge au moins 1 par semaine. Quasi exclusivement des accidents de 2 roues. Sans compter ceux qui ne retrouveront plus jamais l'usage de leurs jambes. On annonce que
ma vie était foutue, que je marcherais plus, que je pourrais plus avoir d'enfants. La première chose que je voulais, c'était mourir. Accident, mort, paralysie, nous verrons que l'utilisation d'un 2 roues peut avoir des conséquences tragiques. Depuis le début de notre enquête, en 2 mois, 6 motards ont déjà perdu la vie, rien qu'en Île-de-France. 2 d'entre eux s'appelaient Johan et Fred. Ils avaient 26 et 27 ans. Ils n'avaient consommé ni alcool ni drogue quand ils ont pris leur moto pour rentrer chez eux, sans doute trop vite, un vendredi soir, sur l'autoroute A13. L'autoroute garde encore les traces du drame. Heurté par une voiture, Frédéric a glissé sur plusieurs mètres avant de finir sa course, sur ce muret. Les cervicales brisées, il est mort quelques heures plus tard. Juste en moto derrière lui, Johan meurt sur le coup, le corps tranché par cette glissière de sécurité. Pour voir leur ami une dernière fois, les motards présents lors de l'accident ont rejoint les pompes funèbres. Dans leur téléphone, leur caméra, les images de Johan et Fred encore vivants il y a à peine 15 jours. Lui, il est là, avec Marina. Ça, c'était il y a 15 jours. Ouais. 15 jours en mariage. Moto. Fred, il est là, c'est lui. C'est lui là au milieu. La nuit de l'accident, ils se suivaient, tous partis de Paris, pour rentrer chez eux. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un nuage, on voyait rien. Quand j'ai reconnu le casque, j'ai vu que c'était Johan. Et Arnaud, on est parti voir Fred qui était allongé, il ne bougeait pas. C'était pas pareil. Et les pompiers se sont arrêtés quasiment en même temps, juste après. Et il y en a un qui est venu tout de suite et essayé un massage cardiaque jusqu'à temps que les secours arrivent. Les secours, ils ont fait pareil, ça a duré, je sais pas, une éternité. Pour comprendre ce qui s'est passé, les témoins nous emmènent ici, sur l'A13, entre Paris et Mantes-la-Jolie. C'est au niveau des plots orange qu'ils ont perdu la vie. En pleine nuit, une voiture venant de la gauche aurait déboîté, déstabilisant la moto de Fred, qui percute le muret. C'est sûr, avec le brouhaha qui s'est passé, la moto à Fred qui s'est désintégrée, tous les morceaux sont partis dans tous les sens, on se dit, Johan a pris un morceau, qui l'a fait perdre le contrôle, qui l'a fait tomber, il a fini dans le rail. Il a glissé en travers et il a été s'empaler sur là où il y a les 2 plots oranges. Et c'est ça la hantise de tous les motards, c'est les barrières de sécurité sur les routes. Vous avez vu comment c'est... Alors imaginez que vous faites une bonne glissade là-dessus. Et en fait, Johan, il avait le corps sectionné cette partie-là qui était pris en bas du pied. Et le reste de son corps il était enroulé autour. Il avait les bras qui au-dessus de la barrière et les jambes qui étaient revenues de l'autre côté. Comme quoi il est arrivé, c'est enveloppé autour de la barrière. Des années que les motards dénoncent le danger des glissières de sécurité pour les 2 roues. Nous rencontrons la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Michel Merly. Nous l'interpellons sur ce problème de glissière. Ces fameuses glissières de sécurité que les motards dénoncent depuis 20 ans, comment se fait-il qu'elles ne sont pas remplacées ? Parce que ça fait des centaines de milliers de kilomètres de remplacement et que ça fait des sommes absolument astronomiques et que par conséquent les travaux doivent pouvoir être faits dans une cadence que nous souhaitons la plus rapide possible. Il y a une politique qui va amener à remplacer au fur et à mesure ces glissières. Il y a une vraie politique de remplacement partout où c'est possible, en fonction des crédits qui sont disponibles. C'est toujours extrêmement cher. Tout ce qui concerne les routes est extrêmement cher. Le remplacement d'une glissière coûte 59 € le mètre.
4 jours après l'accident, Mantes-la-Ville, à 2 pas de la maison de Johan. C'est là qu'il traînait gamin, alors c'est là que se sont donné rendez-vous ses amis, sa famille. Sur ce mur, des dédicaces par dizaines. Certaines font référence aux motos, d'autres à l'ami, aux frères, des proches, bouleversés. J'ai grandi avec lui, je sais pas, j'étais comme beaucoup de monde, mais moi, je sais pas, c'était un frère, je partais en vacances avec lui, j'étais tout en four avec lui, je sais pas, ça me tue quoi. Johan était père d'un enfant, Enzo, 6 ans. Dans le silence, Marina, sa compagne, approche, soutenue par son beau-père. Pour elle, sans la glissière de sécurité, Johan serait toujours là. Il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'il y ait de drame comme ça. C'est ce que j'ai dit à toutes les femmes que j'ai vues aujourd'hui. J'espère qu'il n'y en aura plus une qui vivra ce que je suis en train de vivre, moi et mon petit bout. Plus jamais, faut plus que ça arrive. Pourquoi ils attendent de mettre des barres de sécurité correctes? Pourquoi ils attendent qu'il y ait des morts comme ça? Pourquoi? C'est pas juste. C'est pas juste. On m'a pris toute ma vie là. Mon petit bout. Mon petit bout de 6 ans, tu te rends compte? Il est tout triste. Ironie du sort, quelques jours avant sa mort, Johan avait pris sa décision, vendre sa moto, rester en vie, pour Marina et pour leur fils Enzo. J'aurais même pas mon mariage l'année prochaine, tu te rends compte? J'aurais même pas ça l'année prochaine. Il n'a pas eu de chance. Tu te rends compte? C'est la vie, Marina, c'est la vie, elle est comme ça, c'est tout. Tu te rends compte, s'il n'y avait pas eu cette putain de barre, il serait encore là. Il serait encore là. Il aimait tellement la vie, il aimait tellement ça. Tellement, tellement la vie. La mort de Johan et Fred a bouleversé tous ses amis passionnés comme lui de moto. Pour leurs funérailles, ils sont plus d'une centaine, venus pour manifester leur chagrin et leur soutien. Point levé. Heureusement qu'ils sont là. C'est magnifique. Vous pensez que ça pouvait compter pour Johan? Ouais. C'est ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire? Il avait parlé à Marina que s'il devait lui arriver quelque chose, il voulait que tout le monde soit là et pas s'accélérer les motos comme ils ont fait, quoi. Pour lui. Dans un va-et-vient permanent, portant à bout de bras le portrait de son conjoint, la jeune femme traverse l'assemblée pour un dernier adieu. Présent lors de l'accident fatal, Harold, un proche de la famille, a tout organisé. On a hommage à Fredo et à Johan, des amis qu'on a perdus. Et leur faire voir qu'on est là, qu'on sera toujours là pour eux et pour leur famille. Ce t-shirt, cette brassière, ça représente quoi? On est en deuil, les motards sont en deuil. Ils ont perdu 2 de leurs amis. On est en deuil. Le premier, c'est pour Johan. Et le deuxième, c'était pour Fred. Venez mettre vos casques pour faire la haie d'honneur. Les casques. Tous les casques. Pour la levée du corps, une haie d'honneur autour du cercueil accompagne Johan vers le corbillard. Puis les moteurs rugissent. Le cortège se met en place. 102 motards en deuil l'accompagneront jusqu'au cimetière. Moins de 10 jours plus tard,
un autre motard de 27 ans est mort sur le coup, tombé sur une glissière de sécurité. « 23h, un samedi soir, les enquêteurs du STJA sont de nouveau en pleine action. Encore une fois, 2 motos viennent de se percuter de plein fouet dans une rue, au cœur de Paris. Les secours sont sur place. Des témoins racontent. La moto, on la voit arriver et quand elle arrive à notre niveau, elle met un gros coup d'accélérateur, donc on se tourne forcément parce que ça fait un énorme bruit. Et bim, elle choque l'autre qui arrivait à ce carrefour. Et le mec qui était dessus, il s'est projeté tellement loin. Et c'était assez violent quand même. Le motard qui était catapulté là-bas, apparemment a une jambe cassée, mais on n'en sait pas plus. Il y a une dame qui a pris quelque chose sur le tibia. Ouais, je pense qu'elle a pris la 50 moto. mètres plus tôt, c'était nous. Bilan, 4 blessés. Une piétonne, 2 conducteurs et une passagère. Très vite, l'enquêteur est sur la piste d'un élément inhabituel. Un homme chargé de la maintenance des feux signale qu'un des feux rouges ne fonctionne plus. C'est vous qui m'avez dit que les feux s'étaient arrêtés à 23h12. Donc voilà. Vous en tirez quoi déjà comme conclusion? Là, actuellement, je ne peux pas tirer de conclusion parce que je ne sais pas si les feux tricolores se sont arrêtés avant l'accident ou s'ils se sont arrêtés après l'accident. Impossible d'établir clairement l'infraction. Pour l'heure, le conducteur de la moto incriminée est aussi le plus blessé. L'audition attendra. Retour au STJA. Le deuxième motard et sa passagère, déjà sortis de l'hôpital, sont aussitôt entendus. Un témoignage à chaud pour être sûr d'obtenir un maximum de détails. À quelle vitesse environ vous circuliez juste avant l'accident? 40. On allait vraiment pas vite. Vous roulez à 40 dans la rue. Vous êtes à l'arrière. Il y a beaucoup de piétons. Le feu, vous l'avez vu? Oui, il était vert. Vous en êtes sûr? Certaine. C'est la dernière chose que j'ai vue en fait. J'ai pas vu l'accident. J'ai pas vu le choc et tout. Ce que je sais, c'est que j'entends des cris. Je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Mon premier réflexe, c'est de voir où est mon ami. Voilà. Sa passagère, plus touchée, plus choquée aussi, a eu la peur de sa vie. Le problème, c'est que j'ai été éjectée, que je me suis traînée sur à peu près 30 mètres. Donc, du coup, j'ai des abrasions sur le bras, sur les... Il n'y en a pas des masses, mais bon, ça picote quand même. Donc voilà quoi, c'est surtout ça. Mais dans quelques jours, ça ira mieux. Vous avez eu la peur de votre vie? Ouais, je me suis fait tuer instantanément en fait. Je me suis fait pipi dessus. Donc c'est la première chose que j'ai dit aux pompiers. Je me suis excusée quand ils sont arrivés. Mais ouais, ça fait très peur. Hein. Surtout quand on comprend pas ce qui se passe comme ça. Une nuit passée à l'hôpital, puis au commissariat. En quelques heures, ils sont passés de l'état de choc à la colère. Moi, j'arrive, elle est en train de pleurer, elle est à moitié nue sur le trottoir. Il a juste joué avec la vie des autres, quoi. Alors, il a peut-être pas voulu volontairement, mais je pense que là, on a besoin d'aller dormir, de se calmer, parce qu'à un moment, ça bouillonne. Et quand cette affaire sera réglée, on verra bien que le mec, quand il grille un feu rouge, il a failli tuer 3 personnes plus. Ah oui. S'il a grillé le feu rouge, oui, voilà. Absolument. Si les feux sont arrêtés, pour ça, je prenais... si les 2 feux sont ouverts, voilà, il est victime comme vous. À ce stade de l'enquête, rien ne permet d'affirmer que l'autre motard est responsable. D'ailleurs, il n'est pas en état de témoigner devant les policiers. Emmené aux urgences à 3h du matin, opéré 2 fois dans la nuit, son pronostic vital n'est plus engagé. Cinq jours plus tard, hôpital Ambroise Paré, en région parisienne. Au service d'orthopédie, nous rencontrons son chirurgien. Au bloc, des motards, il en voit passer constamment.
voit donc sur ces radios qu'il a une fracture au niveau des 2 os de la jambe, avec une fracture ici au niveau du tibia et une fracture au niveau du péroné. Et en bas, vous avez les clichés post-opératoires, où on a fait ce qu'on appelle une réduction et une ostéosynthèse en mettant un clou qui passe à l'intérieur du tibia. C'est des fractures de ce type, on en prend en charge au moins 1 par semaine. Donc c'est quand même très régulier. Tous les traumatisés actifs, jeunes qu'on prend en charge, c'est quasi exclusivement des accidents de 2 roues. Le chirurgien apporte les radios au patient. Pour la première fois, il va prendre conscience de la gravité de sa blessure. Vous avez le tibia qui est là, hein, et la fracture à ce niveau-là, avec la séparation au niveau de l'os. D'accord ? Danseur professionnel, Jama ne pourra pas reprendre le travail avant des mois. Dans tous les cas, on part sur un programme de plusieurs mois avant d'avoir le résultat complet. Si on n'y arrive pas, il faudra une nouvelle intervention et peut-être une greffe de peau pour couvrir la zone. Une nouvelle pénible pour Jama. Il est encore très affecté par l'accident. Vous avez beaucoup souffert aussi, c'est votre frère qui m'a dit ça. Ouais. Vous avez peur, hein? Le sourire, le machin, je l'ai plus comme avant. C'est-à-dire Après l'accident, on a toujours un coup de blues, c'est normal. Vous avez le blues, là? Comment vous le sentez, vous avez le blues? À l'intérieur. Je suis à ma 5e intervention. Tout le temps, je suis au bloc, je remonte, je remonte. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un... Difficile de se défendre d'un lit d'hôpital alors qu'il sait que les autres victimes de l'accident l'accusent. Moi, j'hallucine, c'est impossible. Parce que moi, j'ai vu le feu était vert à 100%. Je passe par là. Je vais pas prendre des risques. J'ai un gosse, j'ai une femme, je vais pas prendre des risques à griller un feu. Donc, vous n'avez pas grillé le feu? J'ai pas grillé le feu. Je suis sûr à 100%. Selon la police, les 2 feux de signalisation fonctionnaient. L'enquête n'est pas close. Dans cette affaire, c'est parole contre parole. Un mois après, Jama était provisoirement en chaise roulante. Et comme pour beaucoup de motards accidentés, un long travail de rééducation l'attend. En 2009, sur Paris, on compte 406 blessés graves en 2 roues. Dans 80% des cas, c'est le traumatisme crânien. Beaucoup atterrissent ici, à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, spécialisé en rééducation et séjours de longue durée. Nous rencontrons Roberto, déjà 1 mois et demi passé à Garches. Le 4 avril 2010, au guidon de sa moto, ivre, il perd le contrôle. Sa tête cogne le sol. Bilan, 32 jours de coma. À son réveil, ni fracture, ni plaies apparentes. Pourtant, Roberto est très atteint. Un cas fréquent chez les accidentés de 2 roues. Amnésie, troubles du comportement. Son handicap nécessite plusieurs mois d'hospitalisation. Tout ce qui est moteur, tout va bien. La tête, de temps à autre, j'ai des oublis des trucs que je savais avant, que j'oublie, qu'il faut que je m'arrête et que je me concentre. Par exemple, des noms de chanteurs ou des noms de personnes ou des noms de footballeurs. Il faut que je m'arrête et que je réfléchisse pendant 5 minutes pour que ça me revienne. Une mémoire à reconstruire, et ce n'est pas tout. Autre séquelle du traumatisme crânien, un caractère profondément modifié. Je suis plus impulsif. Avant, j'étais impulsif, j'ai perdu ce côté impulsif. Je râle plus, même ma femme me dit « tu râles plus », je dis plus rien. Même sortir le soir, j'aimais sortir le soir, je rentrais tout le temps vers 6h du matin, maintenant impossible. À 8h30, je suis déjà en train de dormir. J'ai beaucoup changé. Dis bien. Au revoir. Ce dont souffre Roberto, c'est ce que l'on appelle le handicap invisible. Un accident de moto, un choc brutal à la tête, entraîne le tassement de certaines zones, des lésions à l'intérieur du cerveau.
Caractère, mémoire, réaction, plusieurs sens sont touchés. Il faut parfois des années avant de pouvoir revivre en société. Le patient est handicapé au quotidien, souvent il ne peut pas vivre seul, souvent il ne peut pas gérer ses comptes, il ne peut pas faire sa déclaration d'impôt, il ne peut pas reprendre son travail, il ne peut pas conduire, il ne peut pas gérer une discussion entre amis, il ne peut pas sortir le soir parce qu'il est fatigué, il ne peut pas boire d'alcool, il ne peut pas participer à toutes ces activités du quotidien qu'on peut faire ensemble de manière même spontanée, amicalement, etc., sans pour autant à chaque fois être gêné. Ce patient, lui aussi victime d'un accident de moto, s'est retrouvé dans la peau d'un enfant de 6 ans. Avec l'équipe du docteur Genet, il a réappris à lire. 5 ans de consultation quotidienne avant de retrouver toutes ses facultés. Initialement, je ne pouvais pas lire plus qu'une brève sans guide. Un article, j'étais obligé de le lire plusieurs fois. Et puis ensuite, j'ai évolué sur le reportage. Mais sur des reportages, j'ai souvenir d'avoir lu un reportage sur une voiture que j'ai relu 4 fois parce que à la fin, j'avais pas la moindre idée du sujet, du contenu et du sujet. Encore plus surprenant, il a alors un comportement délirant, de quoi inquiéter ses proches. Un jour, j'étais convaincu d'être sur mon trône. Mes parents ont refusé que mes amis me rendent visite. J'étais assis dans mon fauteuil tout nu toute la journée. Je ne pouvais pas être dérangé. J'étais sur mon trône dans mon royaume et qu'on ne m'embête pas. Bon, je peux imaginer qu'à ce jour-là, ils ont espéré que je sorte de cette boucle-là. Mais effectivement, j'ai une journée comme ça. Il y a eu un peu de tout. C'est pas un trouble du comportement psychologique ou déviant. C'est lié à la lésion, lié au trouble du comportement du fait de la lésion cérébrale. Dans les couloirs de l'hôpital, nous croisons d'autres victimes d'accidents en 2 roues. Et pour certains, c'est la paralysie. Des conducteurs de moto qui, la moelle épinière brisée par l'impact, sont condamnés à une autre vie. Paul, 27 ans, est passé par là. Avant l'accident, la moto était sa passion. Une passion qui l'a privé de l'usage de ses jambes. Quand on signe le permis moto, on signe un pacte avec la mort. Hein. Au pire, on se retrouve dans une boîte à camembert. Au mieux, on se retrouve en fauteuil roulant dans mon état. L'accident a eu lieu il y a 6 ans. Un choc terrible, 36 heures de coma et un réveil brutal à l'hôpital. On m'annonce que ma vie était foutue, que je ne marcherais plus, que je ne pourrais plus avoir d'enfants, que voilà, quoi. En gros, je suis devenu une merde, quoi. La première chose que je voulais, c'était mourir. Commence un combat de tous les jours pour penser l'avenir autrement. Paul a gagné son pari, accepté son handicap et fondé une famille. La vie n'est plus du tout la même. Moi je dis, on avait un livre ouvert où notre vie était écrite. Ce livre-là est refermé et on en ouvre un nouveau. C'est une nouvelle vie qui commence parce qu'il y a tout à apprendre, quoi. Tout à réapprendre à cause d'une banale sortie en 2 roues. Dans tous les magasins, il y a quasiment des marches, à part les magasins modernes. Mais on va dans n'importe quelle ville, il y a au minimum une marche. Donc il y a plein de choses comme ça où faut se battre tous les jours, quoi. Dès qu'on sort de chez soi, faut se préparer à prendre sa tenue de combat et puis dire c'est bon, qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui comme difficulté. C'était du sport. Malgré son handicap et sa vie brisée, Paul rêve encore de piloter une moto. Je sais pas si tu vois, par exemple, c'est un handicapé qui est sur une bécane, avec un matériel adapté. Mais ça t'y pense, ça? Tous les jours. Tous les jours, à chaque fois que je fais une bécane, c'est... Mon souhait quand j'aurai assez d'argent, c'est d'équiper une bécane et de remonter dessus, quoi. C'est dans mes veines, c'est dans mon sang, Malgré l'accident, pour Paul, la moto, c'est à la vie à la mort. Nous l'avons vu, en 2 roues, quelques secondes d'inattention, et c'est une vie tout entière qui bascule.
Des accidents, c'est tous les jours, certains filmés en direct par des caméras de surveillance. Ah merde, il y en a un autre qui s'est cassé la figure. Ça vous dérange pas? Vous pouvez rappeler les pompiers? Et dans l'univers des deux roues, de nouveaux conducteurs apparaissent. Des conducteurs totalement novices qui circulent au mépris des règles de conduite. Oh là là, monsieur, je connais pas les codes de la route. Oui, je grille le feu rouge et je monte les sens interdits. Nous avons suivi les premières minutes de conduite de cette conductrice novice et vous verrez que le danger est omniprésent. Attente à toutes les polices secours, sauf urgence, désolé. Paris, salle de commandement de la brigade du périphérique. Ici, 24 heures sur 24, une centaine de caméras sont braquées sur l'un des boulevards les plus dangereux d'Île-de-France. Ces policiers surveillent 70 km de chaussée. Leur job, coordonner les équipes sur le terrain en cas d'accident. Service de police du périphérique, bonjour. Oui, Anière, on est dessus, oui. En regardant la caméra, on voit qu'il y a un... Ça devrait être un motard au sol. Ça vous dérange pas? Vous pouvez rappeler les pompiers? Quand il y a un accident comme ça peut être très dangereux aussi pour les motards. Des crashs en direct, ils en voient 6 fois par jour. 80% des accidents corporels concernent des deux roues. Ah putain, on a un autre ici, lui. Eh ouais, bah oui, j'ai oublié de le dire, mais ah merde, il y en a un autre qui s'est cassé la figure. Bien sûr, nous sur place, on a un accident corporel. Et sur la voie 4, en face de nous, un autre accident corporel. Donc on va essayer de faire sortir tout le monde. Je vais faire le point et je vous reprends. Dans 43% des accidents graves, le conducteur a commis une infraction. Des infractions pourchassées sans relâche par des policiers très spéciaux, formés pour traquer les chauffards dans des conditions extrêmes. Ces hommes appartiennent à la compagnie motocycliste de Paris, la plus grande d'Europe. Leur arme, l'anonymat. Habillés en civil, impossible de les identifier sur la route. Ils viennent de repérer un motard en excès de vitesse. Brassard à la main, les policiers sortent de l'anonymat et lui font signe de se ranger sur le bas-côté. Monsieur, s'il vous plaît. C'est la police. Vous connaissiez la limite de vitesse sur le périphérique? Ouais. Vous la respectiez? Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais, pour vous rattraper à un moment donné, j'étais à plus de 120 km/h pour vous rattraper. Donc vous rouliez au moins à 110, 100 facile. L'homme dépasse de 30 km/h la limite autorisée. Pris en flagrant délit, il revendique pourtant le droit de ne pas respecter les règles. Pour la vitesse excessive, je vous interpelle, monsieur. Le fait de rouler en deux roues, vous êtes autorisé, c'est ce que vous êtes en train de me dire, à rouler à plus de 100 km/h sur le périphérique. C'est bien ça votre réponse? Et les remontées de fil. D'accord? Les remontées de fil, monsieur, on est sur le périphérique. Alors monsieur, regardez-moi, je vous explique. Remontées de fil, on les tolère, mais il y a une limite. On remonte pas les fils de voiture entre 100 et 110. D'accord? C'est pas normal. Si quelqu'un s'arrête ou vous une portière, c'est fini. Vous allez me parler et la vie, elle va continuer exactement comme ça. Excès de vitesse, doublement par la droite, des infractions très courantes. Le motard écope d'une amende de 90 €. Agacés par les embouteillages, fatigués des transports en commun, beaucoup de personnes sont séduites par les deux roues. Parmi elles, de nouveaux conducteurs totalement novices qui roulent au mépris des règles et du danger. Magdalena, 25 ans, n'a ni permis de conduire, ni aucune notion du code de la route. Pourtant, ce matin, elle va s'offrir un scooter de 50 cm3. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va très Et bien, vous? merci. Ben oui, ça va. Bon, alors elle est prête? Comme vous pouvez le voir, il est tout prêt, tout beau, tout prêt à partir. Super. Tendance à la hausse. Aujourd'hui, 27% des conducteurs de scooters sont des femmes.
les goûts, les choix, les préoccupations sont différents. L'esthétique est beaucoup plus mise en avant, tant par le véhicule que l'équipement, et les préoccupations sont vraiment plus tendance que mécanique. La mécanique, Magdalena n'y connaît rien. Pour elle, c'est une première. Sa seule expérience de conduite, le vélo. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal parce que je ne le connais pas. Vous avez le frein arrière sur la gauche et le frein avant sur la droite. D'accord. Donc, grossièrement, avec celui-ci on ralentit, Ouais. avec celui-là on s'arrête. Je peux vous dire que je suis super stressée. Ça me fait un petit peu peur. Bon. Qu'est-ce qui vous stresse du coup, Magdalena? Je ne sais pas si je vais savoir utiliser mes clignotants. Je ne sais pas comment il faut tourner le guidon. Puis il y a les autres surtout. C'est souvent le point le plus stressant, c'est l'environnement dans lequel on est en fait. C'est parti. Quelques minutes après avoir appris où se trouvaient les freins et les clignotants sur son scooter, Magdalena traverse Paris. Alors, le clignotant. Les gens s'énervent un petit peu, mais bon. Oh là là, monsieur. Dans le trafic parisien, elle n'est pas très rassurée. Difficile de conduire la peur au ventre. Bah, j'ai peur qu'il me renverse. Je sais pas, j'ai peur de perdre mes jambes. C'est impressionnant quand même. Pour elle, le danger est permanent. Dans quelques secondes, la place de la Concorde. Ici, en 3 ans, 54 accidents, 107 blessés. C'est le carrefour le plus dangereux de la capitale, surtout pour les 2 roues. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant? Les voitures qui arrivent de gauche, de droite. J'ai l'impression de gêner tout le monde, mais bon. Cela fait 10 minutes que Magdalena est au guidon de son scooter et elle enchaîne les infractions au péril de sa vie. Oubli de priorité à droite, elle passe à 2 doigts de l'accident. Pire, ici, elle grille carrément un feu rouge. Pas vu? Ah, c'était un feu orange. Rouge. Rouge? Rouge, rouge. J'ai pas vu. Heureusement, il n'y avait pas d'électricité. Oh là là. C'est reparti. Dans un couloir de bus. Manœuvre strictement interdite. En cas de collision, elle est fautive. Sur quelques kilomètres, cette jeune scooteriste a cumulé 3 infractions sans même s'en apercevoir. Je connais pas les codes de la route. Oui, je grille le feu rouge et je monte les sens interdits. Voilà. Le fait d'avoir pris la bicyclette avant, je pensais que ça va m'aider, mais là je vois que j'ai beaucoup de choses à apprendre quand même. Tous les jours, la brigade motocycliste prend en flague des contrevenants comme Magdalena, des conducteurs inconscients des dangers. Monsieur, bonjour. Bonjour. Police nationale. Bonjour, vous coupez le moteur, vous mettez ici s'il vous plaît. Vous avez un feu rouge juste derrière. C'est ce que je vous reproche. Et par la suite, vous faites la ligne blanche, bien sûr. D'accord? Ça, oui. Donc votre permis de conduire, votre carte grise, votre assurance s'il vous plaît, monsieur. Là, si vous faites feu rouge, ligne blanche, c'est bon. Ça fait 8 points. Là. Ouais. Rien sur le permis. Hein. Ouais. Il vous reste combien de points? Il doit rester 8. Là, vous allez quand même perdre la moitié. Hein. Quand même. Il y a des chances. Ouais. On a une demande de répression et de prévention très importante des directives concernant les 2 roues pour justement amener à la conscience des gens que les 2 roues c'est dangereux. Il ne faut pas faire n'importe quoi, malgré la facilité à l'usage quotidien que ça peut apporter. Dangereux car à la différence d'une voiture, pas de carrosserie ni de ceinture de sécurité. Lors d'un accrochage, ce conducteur n'a aucune protection sur le dos. Un risque majeur. Magdalena vient finalement d'en prendre conscience et décide d'aller dans une boutique spécialisée pour trouver un équipement adéquat. Là, actuellement, vous avez déjà quelque chose ou pas du tout? J'en ai aucun. D'accord. Ok, donc c'est...
Sans détour, cette vendeuse spécialisée en équipement féminin va alerter la jeune femme. Il en va de sa vie. On roule en deux roues, qu'on soit en scooter, en moto ou même passagère. En cas de glissade, un tissu d'un vêtement prêt-à-porter va se déchirer. Ça va être quoi la conséquence ? Ça va être d'avoir des lésions importantes au niveau des articulations pour la chute, au niveau du choc, ou d'avoir tout simplement la peau exposée au bitume. Donc avec la conséquence que vous imaginez bien, c'est-à-dire plus de peau. Plus inquiétant, sa colonne vertébrale n'est pas préservée. Le risque, une moelle épinière brisée et à terme, se retrouver paralysée. C'est une protection dorsale. Il va venir donc vous protéger le dos en cas de chute. C'est quelque chose qui va absorber le choc, un petit peu comme une sorte de pâte à modeler. Donc, je vous dis, c'est entre 20 et 30 € le budget pour vous protéger la colonne. Et ce n'est pas tout. Bien qu'homologué, son casque, en cas de chute, ne la protège pas comme elle l'imaginait. Voilà. Là, vous avez du casque intégral qui va donc protéger la mâchoire. Parce qu'il faut penser que même en ville, même si on ne va pas vite, un accident sur un carrefour, vous vous faites rentrer dedans par une voiture, hop, vous allez être éjecté du scooter et tomber par terre, la mâchoire, vous oubliez quoi, les dents, mâchoire, au revoir. Sans cette panoplie, la jeune femme ne se sent plus du tout à l'abri. Mais problème imprévu. Ce qui fait du coup, là, un ensemble à moins de 500 €. Vous êtes à 487 € précisément pour cet équipement. Magdalena est visiblement très mal à l'aise. Je me dis que je dois dépenser aux alentours de 500 €. Je ne peux pas me permettre de le payer. Je trouve ça super important parce que vraiment il y a un réel danger. Mais ça doit atteindre. Vraiment, il fallait réfléchir avant peut-être. Aujourd'hui, si les deux roues motorisées ne représentent que 1,6% du trafic, ils sont pourtant impliqués dans un accident mortel sur 4. Cette année encore, sur la route, le nombre de morts est à la baisse, sauf pour les deux roues. Les motards sont désormais la cible principale des contrôles routiers. Des motards qui craignent aujourd'hui d'être stigmatisés. Ils sont de plus en plus nombreux à critiquer la politique de lutte contre les accidents qu'ils jugent trop répressive et pas assez préventive. Ce 90 minutes enquête est terminé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.